logistique autour de ces opérations en sous-marin en Russie. Vincent, vous êtes plus dubitatif, hein, vous ne croyez pas que Prigojine était l'homme qu'on voulait abattre? Disons qu'encore une fois, je crois que Evgeny Prigojine rêverait d'avoir été la cible, puisque ça contribue à faire de lui donc un interlocuteur crédible, voire décisif, à l'héroïser, ce qu'il cherche depuis le début. C'est quand même quelqu'un qui, rappelons-le, a une âme de croque-mort. Il n'est jamais aussi à l'aise que dans l'oraison funèbre. Il pose très volontiers devant les cimetières, dont il constate avec une sorte de gourmandise macabre l'élargissement. Je tente à considérer pour ma part que si j'étais, ce qu'à Dieu ne plaise, conseiller de Volodymyr Zelensky, je lui recommanderais surtout de ne pas attenter au jour de Prigojine, au sens que celui-ci fait davantage pour la cause ukrainienne que Zelensky lui-même, par ses outrances, par sa brutalité, par sa cruauté, par les inepties qu'il débite à jet continu. Mais le fait que, et on a eu tout à fait raison en régie de ressortir cette phrase, le fait que lui tende, même implicitement, à incriminer un groupe interne, et non pas l'alliance funeste entre l'Occident global et Navalny, oui, par exemple, l'opposant historique emprisonné, montre assez qu'il s'inscrit toujours dans une logique de rivalité. L'obsession cardinale de Prigojine depuis le début, c'est la légitimation. Ce qu'il veut, à tout prix, c'est que Wagner sorte d'une quasi-clandestinité, voire illégalité, car au regard du droit russe, Wagner n'existe pas, bon, et entre vraiment dans la cour des grands. Et pour cela, évidemment, il y a encore pas mal de comptes à régler avec ceux qui sont apparus comme des rivaux, des ennemis, etc. etc. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il adore comme toujours ne parler que de lui-même. Il y a chez lui un ego qui est quand même assez tyrannique. Et donc il s'inscrit dans l'idée qu'il est le sauveur véritable de la Russie, ce qu'il n'a pas été capable de démontrer sur le front de Barmout au passage. Et que donc il est dans la nature des choses qu'il soit le premier visé. Je crois qu'il se fait beaucoup d'honneur. Pierre Ménard. Oui, je suis tout à fait d'accord. Cette affaire reste étrange quand même. Donc on a évoqué tout à l'heure l'attentat contre Madame Douguina donc au mois d'août. C'était différent, c'est une voiture piégée. Donc là, bon, on ne sait pas qui l'a fait, mais là, en l'occurrence, en plus, si Prigojine était censé être dans les lieux, vous avez vu les images, en fait, il n'y avait aucune sécurité. Cette personne est rentrée, alors, qui est peut-être l'auteur, peut-être pas, on n'en sait rien, mais elle est rentrée avec sa statue. Personne ne l'a fouillé, personne n'a vérifié. Ça reste étrange. Et deuxièmement, sur Prigojine, c'est tout à fait vrai. Là on a le son que vous avez fait entendre tout à l'heure montre quand même une différence, cette fois-ci flagrante, entre ce que dit Poutine. Alors il ne le dit pas sur cet attentat, il le dit sur les attentats en général. Mais enfin, il a quand même dit à l'occasion de cet attentat qui met en cause les services occidentaux. Et Prigojine, lui, qui a dit d'ailleurs l'autre jour, avait dit on va faire de la résistance, il faut qu'on fasse de la résistance, et pas contre les Ukrainiens. Donc lui, il le voit comme moyen de combat contre des forces russes que les autorités russes, elles, ne mentionnent pas du tout. Donc je pense que, je ne sais pas si on y verra clair un jour, peut-être un reportage permettra de le faire, mais enfin je ne sais pas, mais pour l'instant ça n'est pas clair en tout cas. Général. Oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Savoir, je pense que l'attaque visait celui qui est mort. Ça me semble ce qui est le plus plausible, le moins incertain. Il était assez important pour qu'on cherche à l'éliminer. Oui. Oui, il était important parce qu'il manifestait une très grande violence. Il était très présent sur les différents réseaux, sur sa chaîne Telegram, etc. Donc tout ça, il était très actif. On le connaissait relativement bien, tout compte fait. C'est assez incroyable d'ailleurs d'avoir découvert ce personnage il y a déjà quelque temps. Et il avait évidemment amassé face à lui, s'en prendre aux forces de son pays, aux forces qui mènent le combat, notamment à l'armée russe. Il critiquait objectivement et ouvertement le commandement russe, l'armée russe et la façon de mener la guerre. Donc c'était vraiment, il critiquait ouvertement, en faisait naturellement une cible. Ce qui est assez étonnant, c'est la réaction, ce qui me semble quelque chose qui ressemble à une opération qui a été décidée proche du Kremlin, c'est le fait de le décorer très très rapidement, le fait que le président
de la Fédération de Russie s'exprime sur ce sujet aussi rapidement, alors qu'il y a tant d'autres sujets qui mériteraient des propos de sa part. Ça me semble quelque chose qui n'a pas forcément été très bien maîtrisé pour faire croire l'idée que ce n'est pas une opération proche du Kremlin. Là-dessus, il y a un élément que l'on peut percevoir quand on essaie de prendre un peu de recul, c'est que le simple fait que l'État russe, en la personne du président, rende un hommage solennel à quelqu'un qui, au fond, est un blogueur militaire connu pour sa proximité avec Prigojine, dit assez que ce qui s'est passé dans les mois écoulés, ce n'est pas un effort pour civiliser les supplétifs et les mercenaires, mais c'est au contraire une mercenarisation de l'État russe et de l'institution militaire, puisqu'on a en ce moment des phénomènes assez patents, par exemple des milices, ils ne prennent pas évidemment cette acception, ce nom, mais qui sont en fait instrumentalisées par le ministère de la Défense et des sociétés de sécurité privées qui émergent dans le sillage des grandes sociétés hydrocarbures de type Gazprom, Rosneft, etc. Donc en fait, ce qui est en train d'empoisonner le corps de l'institution militaire russe, c'est la culture du mercenariat. Et c'est pour ça, encore une fois, que Prigojine aura atteint son nirvana personnel lorsqu'il sera reconnu comme un acteur légal et légitime de la scène militaire, certes, mais dans ses fantasmes en tout cas, de la scène politique également. Oui, juste un mot, non. Si c'est un règlement de compte interne, ça, je trouve que ce serait très grave pour le régime. Ça veut dire que ça s'en va un tout petit peu. Il y a des failles, il y a des dissonances, des dissidences et des tensions internes. C'est pas du tout la même chose que même si c'est Ponomarev et son groupe, si tant est qu'ils soient capables d'organiser un attentat comme celui-là, parce que c'est pas aussi simple que ça quand même. Ça voudrait dire que c'est autre chose qui est en train de se défaire peut-être à l'intérieur du pouvoir russe. Donc c'est totalement différent. Eh bien, vous nous lancez sur le prochain thème, parce que Vladimir Poutine... C'était là pour ça. Voilà, c'est votre talent, Arlette. C'est un métier. Vladimir Poutine, il craint pour sa vie et il surveille, il se méfie de tout dans son entourage, raison pour laquelle il se bunkérise. Il a fait construire des zones d'exclusion autour de chacune de ses résidences. Claire Cambier, racontez-nous comment Poutine se protège, parce qu'il a peur. Oui, clairement, hein, il a peur. En tout cas, c'est ce que rapporte l'équipe d'Alexei Navalny, l'opposant politique du président russe. Elle a mené l'enquête. Écoutez cet extrait diffusé sur la chaîne YouTube Navalny Live. Il a littéralement peur de tout. Il a peur de la vaisselle, de la nourriture. Il prend son thermos partout et ne boit que ce qu'il y a dedans. Il a peur de ses collègues. Ils doivent se placer à 6 mètres de lui et sont obligés de passer des tests médicaux avant toute réunion avec Poutine. Oui, et ces journalistes révèlent également que Poutine place des systèmes de défense antiaérienne un peu partout. Alors cette image, on l'a déjà vue, hein, un système de défense antiaérien en plein centre-ville de Moscou. Au total, il y en aurait 3 qui entourent littéralement le Kremlin. Mais ce n'est pas tout. Il y en a également à côté de sa résidence de Novogoriova, à côté de celle de Navaï. Et nouvelle révélation, un système de défense antiaérien, un nouveau Pantsir, est apparu près de Krasnaya Poliana. Alors Krasnaya Poliana, c'est une ville qui se situe près de Sotchi. Il s'agit d'une station de ski. Ici, il n'y a pas de résidence officiellement de Poutine. Cette énorme propriété, elle appartient à la société d'État Gazprom. C'est pourtant ici que réside le président lorsqu'il va skier, comme on le voit sur cette photo. Selon le magazine allemand Bild, il s'agit d'un immeuble de 4 étages, dont 2 sont souterrains. Une résidence donc secrète et ultra sécurisée de près de 4000 mètres carrés. Claire, l'équipe de Navalny n'est pas la seule à décrire un Vladimir Poutine qui a sombré dans la paranoïa. Oui, exactement. Cette semaine, un officier de la garde rapprochée de Vladimir Poutine qui a fui la Russie, Gleb Karakulov, a fait quelques révélations. Il est par exemple très difficile de savoir où il se trouve quand il s'exprime depuis son bureau. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi. Первое, это то, что у него кабинеты, они что в Питере, что в Сочи, что в Новоогарево, они одинаковые. То есть там все абсолютно вот идентичное. То есть бывало, что вот я знаю, что вот он находится там где-нибудь в Сочи. Опять же, фоном работает телевизор, идут новости, показывают, что он там проводит какую-то встречу в Новоогарево.
Et autre révélation, fini le jet présidentiel. Le président russe ne se déplace plus qu'à bord de ce train blindé. Un service spécial est chargé de sa nourriture. Une peur maladive qui l'isole encore un peu plus du monde extérieur. Merci Claire Cambier pour ces précisions. Poutine a-t-il raison de craindre pour sa vie? La paranoïa est consubstantielle à tout pouvoir de nature despotique. Pour avoir travaillé assez intensément, douteux privilège sur la Roumanie de Nicolae Ceausescu, l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Muammar Kadhafi, j'ai à chaque fois retrouvé dans leurs habitudes ce type de précaution qui, encore une fois, est intimement lié à la nature même du pouvoir qu'ils exercent. C'est-à-dire que on a quand même un Poutine dont la logique, qui est explicite d'ailleurs dans ses discours, c'est seul contre le monde entier. Pas tout à fait le monde entier, car il ne faut jamais oublier à quel point la vulgate du Kremlin recueille de l'écho dans l'hémisphère sud. Bon, en Afrique, dans une partie de l'Asie et en Amérique latine par exemple. Mais en tout cas par rapport au monde occidental, il se définit comme l'homme à abattre précisément. Et ce qui est également très mécanique quand on vit de cette manière-là, même si nous, occidentaux, on adore un peu le côté romanesque comme ça, de la dérive, du tyran, etc., c'est qu'effectivement, il y a une forme d'isolement qui conduit aussi à avoir un entourage qui ne vous dit grosso modo que ce que vous avez envie d'entendre. Lorsque l'on revient sur les énormes erreurs de renseignement, d'analyse par exemple de l'état d'esprit de la société ukrainienne, lorsqu'on s'aperçoit que, à l'évidence, Poutine et son orchestre étaient persuadés que les soldats russes seraient accueillis par un tapis de pétales de rose et des ovations et des embrassades, c'est dire assez qu'il y a une sorte de retenue, voire d'autocensure, qui fait que l'on a par-dessus tout peur de déplaire au maître. Et donc c'est un système qui se nourrit de lui-même et qui en fait est une impasse, puisqu'il n'a pas de porte de sortie. On ne sort pas de la paranoïa. En tout cas, on n'en sort jamais vivant. Le regard du général, est-ce que c'est vraiment de la paranoïa ou est-ce que c'est de la prudence quand on est président d'une dictature, chef de guerre et qu'on sait qu'il y a des gens autour de vous qui peuvent vouloir devenir calife à la place du calife? Les deux, mon général. Les deux, c'est vous qui avez raison. Il y a des mesures normales de sécurité. Il est à la tête d'un pays en guerre. Il est tout à fait normal que la sécurité soit renforcée et que ces mesures soient mises en œuvre. Et je ne doute pas du professionnalisme des équipes qui sont autour de lui, comme le secret de service pour le président des États-Unis et comme nos services pour ce qui concerne le président de la République. En revanche, il y a peut-être quelque chose qui relève, mais je ne sais pas si je ne suis pas suffisamment expert de la personnalité du président Poutine pour dire s'il y a une forme de paranoïa. J'entends bien tout ce qui se dit, qui s'est développé au fil du temps, du fait de son isolement croissant. Et naturellement, lorsqu'on s'isole, on devient beaucoup plus paranoïaque. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans le témoignage de ce jeune officier qui a fait défection à la fin de 2022 et qui a depuis été débriefé pendant 3 mois par les services compétents, puisqu'il était dans la proximité immédiate du président Poutine. Ce n'était pas un garde du corps au sens, il était davantage dans les opérations de transmission, de communication qui lui permettaient d'être en contact avec tous ceux avec qui il va être en contact dans le monde entier ou dans son propre pays. Donc il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'il raconte de la personnalité du président Poutine et qui est très nouveau puisque pour le coup il a pu l'observer de relativement près, en tout cas du cercle intérieur d'observateurs. Est-ce que c'est la même chose qu'il a dit au service depuis 3 mois lorsqu'il a été débriefé? Est-ce que c'est quelque chose qu'il dit maintenant parce qu'il faut le dire? On ne peut pas, il faut toujours se méfier de ce genre de propos. Et moi, je ne suis pas capable de dire s'il dit cela parce qu'il faut le dire ou il dit cela parce que c'est effectivement la vérité. Pierre Ménard. Non, je crois que à partir du moment où ce type de pouvoir, un pouvoir dictatorial, repose sur un entourage, le risque vient de l'entourage. Donc, les exemples qu'on a vus, pas tous, bon, le cas Kadhafi c'est un peu différent puisqu'il y avait une opération militaire, mais moi j'ai vu l'exemple, j'étais ambassadeur de France en Tunisie au moment de la chute de Ben Ali. En 24 heures, il est parti, donc, alors qu'il avait un entourage très fidèle. On a l'exemple en URSS, l'exemple de Khrouchtchev. En quelques jours, j'imagine que Khrouchtchev était quelqu'un de protégé, en quelques jours, enfin en quelques heures. On lui a dit maintenant c'est fini et il n'a jamais pu prendre la parole.
Et Gorbatchev, quand il est parti, bon, c'était pas un dictateur, mais Gorbatchev, quand il est parti, a été sauvé parce qu'il y a eu une réaction de l'Occident. Alors que là, si on peut penser que si jamais ça arrivait à M. Poutine, je ne sais pas si beaucoup de gens viendraient à son secours. Vous voyez, même ses amis les plus chers, je pense, ne viendraient pas. Donc, c'est pas tellement les risques extérieurs, mais c'est probablement les risques de l'entourage. Alors, est-ce que l'entourage veut s'en prendre à lui? Moi, je n'en sais rien. Mais c'est possible. Il y a la paranoïa globale, j'allais dire, parce que la première fois que j'ai vraiment entendu ou pris au sérieux ce bout de paranoïa, c'est un certain Emmanuel Macron qui a rencontré Vladimir Poutine avant effectivement l'invasion de l'Ukraine ou l'offensive contre l'Ukraine, et lui-même a parlé de paranoïa avec un président Poutine avec lequel il était difficile de parler puisqu'il s'imaginait être... Angela Merkel disait la même chose. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, et Angela Merkel a dit qu'au fil des années, elle avait vu changer Vladimir Poutine et l'isolement le rendre encore plus paranoïaque, avec l'idée effectivement que cette fameuse Occident global voulait anéantir la Russie et attaquer la Russie. Donc il y a la paranoïa du quotidien, c'est comment survivre dans une dictature où son fidèle peut devenir le lendemain son empoisonneur. On empoisonne beaucoup dans ces régimes. Et puis la paranoïa sur effectivement la politique et l'idéologie qu'il développe agréablement depuis quelques mois. Agréablement avec des guillemets toujours, bien sûr. Petit contrepoint factuel sur les fameux 6 mètres de distance entre lui et ses interlocuteurs. C'était un phénomène qui était patent autour du Covid, de la crainte de la contagion. On l'a vu depuis dans des réunions beaucoup plus resserrées. Je pense à des séances de travail Asie centrale, lorsqu'il se trouve entre Shoigu, Gerasimov. On n'a pas cette distance. Pour l'anecdote, il y avait une boutade qui circulait aussi bien à Moscou qu'à Kiev à l'époque, lorsqu'Emmanuel Macron lui avait rendu visite, qu'on avait été impressionné par cette table interminable. Un humoriste avait expliqué qu'elle était faite en bois de Pinocchio, car elle s'allongeait à chaque fois que Poutine émettait un mensonge. Il doit être immense maintenant, il doit faire le tour de la Russie, on imagine. Mais là, je voudrais vous soumettre ce que dit Gleb Karakulov, l'ancien membre de la garde rapprochée de Poutine, sur le fait que Vladimir Poutine se soit progressivement coupé du monde. Regardons ce qu'il dit. Notre président est coupé du monde. Il vit dans un vide informationnel. Ces dernières années, il passe la plupart de son temps dans ses résidences que les médias appellent ses bunkers. Il a une peur pathologique pour tout. Il s'est entouré d'une barrière impénétrable de quarantaine et d'un manque d'informations sur Internet. C'est surprenant de la part du président russe de se couper des informations de ce qui peut se dire. Moi, je rejoins ce qui a été dit juste avant sur Karakulov et sur l'interrogation qu'on peut avoir du timing, de pourquoi. Il faut toujours s'interroger quand on a un lanceur d'alerte devant nous. Pourquoi, comment, à quel moment, quel est son intérêt aussi potentiel. Et pourquoi alors nous ne savions pas qu'il avait été, entre guillemets, retourné, qu'il avait fait défection, je ne sais pas quel est le terme qu'on emploie exactement, et il y a 3 mois. Et puis... là, on décide de rendre sa présence, je dirais, officielle. C'est un peu le risque du syndrome du dissident, dire ce qu'il croit que l'on a envie d'entendre. J'ai écouté l'intégrale de l'interview qu'il donne, d'ailleurs, à un média d'opposition au Kremlin. Elle dure 1h03 minutes, très précisément. Et, si vous voulez, il coche absolument toutes les cases. Il ne manque que la référence au sosie. Mais sinon, tout y est. Justement là-dessus, moi j'aimerais bien revenir sur la réaction que ça suscite chez les Ukrainiens parce que c'est ce que je connais le mieux. Et c'est quand même, c'est source d'hilarité en fait pour les Ukrainiens. Que ce soit des mesures de protection tout à fait légitimes parce que c'est un président et a fortiori un président d'une potentielle dictature, si on ose les mots, qui en plus a commis un crime d'agression contre un pays voisin. Mais il y a aussi le fait que, en fait, pour les Ukrainiens, cette peur, pour eux c'est de la peur maladive effectivement de mourir, qu'il n'est jamais allé sur le front. Contrairement à Zelensky, il n'est jamais allé voir ses hommes. Ça les fait beaucoup rire parce qu'ils voient Zelensky qui en permanence va sur le front, serre des mains, donne des médailles, etc. Ça leur a fait dire, quand nous y étions en mission avec Morgan et qu'il y avait eu cette fameuse visite en Crimée et à Mariupol, ça avait fait dire aux Ukrainiens, mais qui nous dit que Vladimir Poutine est allé à Mariupol? C'est en pleine nuit, dans une voiture, ça pourrait être n'importe où, il est dans des bâtiments fermés. Et en fait, ce que ça suscite, en plus de l'hilarité chez les Ukrainiens, c'est
une méfiance absolue de tout ce qui est dit et fait par Poutine. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, effectivement, vous parliez de sosie, que c'est même pas Poutine, qui si jamais il s'est rendu à Mariupol ou en Crimée, mais c'est même pas lui, regardez, puis il y a des analyses qui sont faites sur son visage, mais regardez, il ne se ressemble pas. Donc il y a vraiment, que ce soit de la protection pure, que ce soit une paranoïa maladive, etc., en tout cas le résultat est le même, c'est chez les Ukrainiens, il y a une moquerie permanente de cet homme qui se barricade. Voilà. Il coche toutes les cases, mais il ne s'engouffre pas dans ce qu'on a pu raconter sur l'état de santé de Poutine. Il ne dit pas qu'il a un cancer caché. C'est une effectivement des nuances que vous avez tout à fait raison de souligner, c'est que à la différence de tous ces diaphores russes qui nous expliquent qu'il va mourir d'un cancer hier matin, etc., lui dit qu'il le trouve plutôt plus en forme que les hommes russes de son âge. Donc, mais si j'étais un peu tordu, je dirais que pour crédibiliser un témoignage, il ne faut pas qu'il soit totalement univoque. Et donc, on peut choisir d'établir une nuance qui tente à étayer le sérieux du propos. Non, moi, je suis d'accord. Ce qu'il dit sur les bureaux, ce qu'il dit sur les téléphones, etc., sont des choses quand même qui étaient assez connues. Et effectivement, il y a ce témoignage sur la santé qui est un peu divergent, mais c'est suspect en même temps. Donc. Merci à toutes et à tous pour vos analyses. Dans un instant, vous retrouvez Emmanuel Ostian pour En toute franchise. Très bonne soirée sur LCI. C'était votre programme avec Divalto, logiciel